Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une bataille assez fascinante qui se joue pour l'avenir de nos vies numériques. C'est une bataille sur deux fronts. D'un côté, il y a le code, avec des innovations qui nous promettent de nous redonner le contrôle, et de l'autre, il y a la loi, avec des règles pensées pour nous protéger. Ce sont deux visions vraiment puissantes qui, comme on va le voir, ne sont pas encore tout à fait alignées. C'est parti. Cette citation, elle résume parfaitement une frustration que, je pense, on a tous déjà ressentie. Cette super application de liste de tâches qui est rachetée puis démantelée, ou ce calendrier génial qui, du jour au lendemain, arrête de fonctionner. Ce sentiment de perte, en fait, ce n'est pas un hasard. C'est le symptôme d'un problème bien plus profond qui est lié à la structure même de notre monde numérique. Le problème, c'est que notre Internet aujourd'hui, il est complètement dominé par ce qu'on appelle des jardins clos. Chaque grande entreprise de la tech a construit ses propres murs et à l'intérieur, nos données, nos photos, nos messages, tout est enfermé. Et ça porte un nom, le verrouillage propriétaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un accident, ce n'est pas une simple limitation technique. Non, c'est un choix délibéré. Les systèmes sont conçus pour qu'il soit très difficile, voire impossible, de prendre ces données et de les emmener ailleurs. La conséquence de tout ça, c'est que nos vies numériques sont complètement fragmentées. On a nos données de santé dans un silo, nos réseaux sociaux dans un autre, nos documents de travail dans un troisième. Cette structure, non seulement elle étouffe l'innovation, mais elle limite nos choix et crée des marchés où, à la fin, c'est toujours le même qui gagne. Alors, face à cette situation, un premier acteur a décidé d'entrer en scène, l'Union européenne. Elle a décidé d'agir par le haut en tant que régulateur pour essayer de remodeler ce paysage numérique avec un tout nouveau jeu de règles. Et il faut voir que l'ampleur de cette action, c'est du jamais vu. Sur seulement 5 ans, l'UE s'est lancée dans ce que certains appellent un véritable activisme juridique. Le but, ce n'était pas juste de faire quelques ajustements, mais bien de construire les règles du jeu pour les 10, voire les 15 prochaines années. Alors, concrètement, de quoi on parle ? Eh bien, voici les grands piliers de ce nouveau règlement. On a la loi sur l'IA, pour une intelligence artificielle de confiance, la loi sur les données, pour libérer les données industrielles, le DSA, qui responsabilise les plateformes, et le DMA, qui s'attaque aux géants du net pour rétablir la concurrence. C'est un ensemble très cohérent qui vise à créer une sorte de troisième voie, différente des modèles américains et chinois. Ce qui est intéressant, c'est la philosophie derrière tout ça. L'approche de l'UE est basée sur le risque. En gros, plus une technologie est jugée risquée, plus les obligations qui pèsent sur elle sont lourdes. Les applications à risque inacceptable, comme la notation sociale par exemple, sont tout simplement interdites. Celles à haut risque, comme dans l'éducation ou la justice, sont très encadrées. C'est le principe d'une régulation proportionnée. Ok, donc ça c'est la première approche, celle qui vient d'en haut, par la loi. Mais il y a une autre vision, qui elle, vient d'en bas, de la technologie, pour reconstruire le web. C'est le protocole solide. Le protocole solide, en fait, c'est une spécification technique qui inverse complètement le modèle actuel. L'idée centrale, c'est le pod de données. Il faut imaginer une sorte de coffre-fort numérique personnel où on stocke toutes ces données, ses contacts, ses photos, ses rendez-vous, ses dossiers de santé. Et la clé de ce coffre-fort, c'est la personne elle-même qui la détient. Personne d'autre. Et c'est là toute la différence. C'est cette inversion fondamentale. Aujourd'hui, nos données vivent à l'intérieur des applications. Avec Solid, ce sont les applications qui demandent la permission de se connecter à nos données, qui, elles, restent bien au chaud dans notre pod. Les applications ne possèdent plus les données, c'est nous. Donc si une application disparaît, pas de problème, nos données sont toujours là, en sécurité. L'objectif ultime, c'est de retrouver quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, une vraie interopérabilité. Pensez à l'email. On peut choisir son application, que ce soit Gmail, Outlook ou autre, et on peut communiquer avec n'importe qui, peu importe que cette personne utilise. Eh bien, Solid, c'est l'idée d'appliquer ce même principe à toutes les applications, pour enfin casser ce fameux verrouillage propriétaire. Bon, on a donc ces deux visions très puissantes pour le futur du web. D'un côté, un cadre juridique européen très strict, de l'autre, une architecture technique super innovante. Et c'est là, évidemment, que les choses se compliquent et que les deux entrent en collision. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que cette vision d'un web décentralisé où l'utilisateur est roi est compatible avec le règlement européen qui, lui, a été pensé pour le web centralisé qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, la réponse, elle vient d'une analyse universitaire et elle est, disons, sans appel. Dans son état actuel, être conforme à la législation, comme le RGPD, est jugé inaccessible pour le protocole solide. C'est un verdict assez dur qui révèle un fossé énorme entre l'idéal technologique et les exigences de la loi.
Ça pose une question de fond. Est-ce que les développeurs ont innové dans leur coin sans se soucier du monde juridique, ou est-ce que les régulateurs ont écrit des règles pour un web qui est déjà en train de changer? Alors, où est-ce que ça coince, concrètement? Les chercheurs ont pointé plusieurs manques critiques. Par exemple, il n'y a pas de système pour enregistrer de manière fiable et sécurisée qui a fait quoi, ce qui est pourtant la base en cas de problème. La protection de l'anonymat est aussi jugée vulnérable, et, ce qui est peut-être le plus inquiétant, il n'y a aucun mécanisme prévu pour avertir en cas de fuite de données, alors que c'est une obligation centrale du RGPD. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple tout simple. La vulnérabilité dite 404 contre 403. Imaginez qu'un attaquant essaye d'accéder à un dossier médical qui ne lui appartient pas. S'il reçoit une erreur 404, ça veut dire non trouvé. Il sait donc que le fichier n'existe pas. Mais s'il reçoit une erreur 403, ça veut dire accès interdit. Et là, même s'il ne peut pas lire le fichier, il sait qu'il existe. Et le simple fait de savoir que ce fichier sensible existe, c'est déjà une fuite d'informations. Ok, donc le constat est là. On a d'un côté une vision réglementaire très ambitieuse, de l'autre une vision technologique super prometteuse, mais pour l'instant, ça ne colle pas. Alors, on fait quoi? Comment on avance? Du côté de l'Europe, le message est on ne peut plus clair. L'ère de la création de nouvelles lois est terminée, du moins pour l'instant. La priorité absolue pour les 5 prochaines années, c'est un seul mot, l'implémentation. Il s'agit de faire passer tous ces textes du papier à la réalité concrète de notre économie numérique. On se retrouve donc avec une image assez parlante, celle des deux moitiés d'un pont. D'un côté, on a le code juridique. L'Europe a écrit les lois pour une société numérique plus juste. De l'autre côté, on a le code informatique. Des pionniers sont en train de construire les fondations techniques d'un web plus ouvert. Et ça nous laisse avec la question finale, la plus importante peut-être. L'Europe a écrit le code juridique. Les innovateurs sont en train d'écrire le code informatique. Mais qui va construire le pont pour connecter ces deux mondes? C'est sans doute le plus grand défi qui définira la prochaine décennie de l'Internet.